Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On se lance dans l'aventure de l'entreprise, comme chaque dimanche, à la même heure, sur Sud Radio. On parle quoi ? On va commencer par la saga de la semaine, c'est les ketchup Heinz. C'est notre grand témoin, Sophie Lacoste, coprésidente de Fusalp. Allez, comment on passe du tennis au ski et aux vêtements de ville polyvalents, on va en parler dans un instant. Et puis on terminera pour savoir comment se protéger des arnaques commerciales. Oui, ça c'est important. On va beaucoup parler d'arnaques aujourd'hui, de toute façon, avec vous. Allez Thomas, on commence, comme chaque semaine, en partenariat avec le magazine Entreprendre, par plonger dans l'histoire d'une marque mythique, la marque de ketchup Heinz, reine du ketchup et des sauces. Comment elle a démarré ? Cette histoire de Heinz est une véritable épopée qui débute en 1869 à Pittsburgh. Henry John Heinz, alors âgé de 25 ans, lance sa première entreprise en vendant la sauce au Raifort de sa mère. Alors c'est une sauce qui accompagne des crudités, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très bon le Raifort. Voilà. Mais ce qui distingue dès le départ, c'est son obsession pour la qualité et la transparence. Alors à une époque où les producteurs utilisaient des bouteilles opaques pour cacher les ingrédients douteux, Jean-Marie, Henry Heinz choisit des bocaux en verre transparent. Il voulait que ses clients voient la pureté de ses produits. Cette idée simple mais révolutionnaire a marqué les débuts de la marque. Oui, et le ketchup dans tout ça, comment il est devenu le produit emblématique ? Le ketchup est arrivé en 1876, le ketchup Heinz. Donc Henry lance une recette secrète composée de seulement 5 ingrédients, dont des tomates mûries au soleil. Son goût unique séduit immédiatement les consommateurs américains, mais ce n'est pas tout. Dès les années 1880, Heinz exporte son ketchup au Royaume-Uni, notamment chez Fortnum et Mason, une institution londonienne. Mais c'est déjà une stratégie internationale avant l'heure qu'il met en place. Ce ketchup va rapidement devenir un symbole de qualité à travers le monde. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce fameux 57 variétés que tout le monde connaît aujourd'hui ? C'est quoi 57 variétés ? Vous allez voir, parce que c'est un slogan d'abord iconique et avec une histoire un peu surprenante. En 1896, Henry Heinz tombe sur une publicité pour une marque de chaussures qui met en avant ses 21 modèles. Inspiré, il crée 57 variétés. Alors le chiffre, il faut savoir qu'il n'a rien à voir avec la réalité, puisque Heinz vendait déjà plus de 60 produits à l'époque. Mais le 5 était son chiffre pas de bonheur et le 7 celui de sa femme. Voilà d'où vient l'idée. Donc ce slogan est devenu un symbole de l'innovation et de la diversité de la marque. Et l'expansion s'est pas arrêtée là, Jean-Marie. Dans les années 20, Heinz produit 10 000 tonnes de nourriture, rien qu'au Royaume-Uni. On observe aujourd'hui le succès international de cette marque. Un mot quand même. Pourquoi la bouteille de ketchup est en verre quand il en reste juste un petit peu au fond de la bouteille ? On s'est tous au moins une fois battus avec cette bouteille de ketchup pour en verser. Elle est un peu en plastique maintenant quand même. Souvent en verre encore. Vous verrez, vous battrez avec elle vous aussi un jour, Thomas. Allez, tout de suite on accueille votre invitée Sophie Lacoste. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes la coprésidente de Fusalp. Alors Fusalp, c'est une marque, une entreprise créée par des tailleurs en 1952 en Haute-Savoie à Annecy. Marque de vêtements issue de ski, très haut de gamme, qui allie technicité et style. Et aujourd'hui, vous avez 250 salariés, plus de 60 magasins dans le monde. Et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci beaucoup. Sophie Lacoste, vous êtes dans Oser entreprendre. Je vais vous citer quelque chose, vous allez me dire si vous vous souvenez. Innover, c'est oser prendre des risques. Qui a dit ça ? Ça vous rappelle quelqu'un ? Je vais me permettre de vous aider. C'était votre grand-père. J'imagine que c'est mon grand-père. Qui l'a dit en 1933. Donc, osez, vous êtes au bon endroit. Votre grand-père, c'était René Lacoste, un des célèbres mousquetaires du tennis français, qui remporta d'ailleurs la Coupe Davis en 1927 et en 1928. Il va créer en 1933 la marque Lacoste. Quel héritage entrepreneurial vous a-t-il laissé ? Il nous a aussi exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'envie d'oser, l'envie d'entreprendre, l'envie de se dépasser, mais surtout avec un mode opératoire très particulier, c'est-à-dire en étant extrêmement ouvert sur le monde, en étant dans un véritable esprit d'équipe. Mes grands-parents, parce qu'on parle de René, mais sa femme était Simone, qui était une très grande championne de golf, était absolument indissociable de lui. Et c'était des champions, c'était des sportifs, donc un esprit d'équipe, un esprit de compétition, mais dans le bon sens du terme. Et ça, c'est des valeurs fondamentales. Alors, on va s'intéresser un petit peu à vous, Sophie Lacoste. Après des études à Dauphine, vous avez commencé dans la finance. Mais alors, le plus surprenant, et probablement d'ailleurs pas su du grand public, c'est que vous allez devenir comédienne au théâtre pendant 10 ans, tout en étant administratrice de Lacoste. Et vous allez en même temps d'ailleurs créer la Fondation Lacoste. Enfin, nous expliquer un petit peu, vous êtes l'artiste de la famille en fait. Oui, sûrement. Oui, je pense qu'on n'est pas. Oui, il y a pas d'autre cas que le mien. Mais c'était pour moi essentiel depuis que je suis née. J'avais envie de faire ça, de faire du théâtre, et ma famille l'avait vraiment accepté. Oui. Mais
En même temps, vous allez à un moment donné décider d'arrêter le théâtre et revenir dans la vie sérieuse des affaires, forcément. Oui, je ne sais pas ce qui est le plus sérieux finalement entre les deux. C'est présenté souvent comme ça en tout cas. Ouais. Oui, mais c'est pas forcément le cas. Le théâtre est une affaire extrêmement sérieuse. D'autant plus que vous aviez créé une compagnie. Tout à fait. Et puis on essayait de le faire de la bonne manière. Quand on est entrepreneur aussi, on fait des choses sérieuses, mais c'est pas grave non plus. Il faut savoir les faire avec une certaine légèreté pour pouvoir appréhender les difficultés et les obstacles. Alors vous allez quitter d'ailleurs ce monde sérieux du théâtre, et ça va venir avec la vente de Lacoste, d'ailleurs, qui vous fera passer donc de ce théâtre philanthropique au rachat avec votre frère Philippe et votre belle-sœur, donc l'épouse de Philippe, Mathilde, la société Fusalp, l'année suivante, c'est-à-dire le 20 décembre 2013, après avoir vendu le 12 décembre 2012. Vous voyez, il y a une synchronisation, vous êtes du mois de décembre, vous. Oui, tout à fait. C'était une année pile poil. On a eu beaucoup de chance de tomber sur cette très belle entreprise. Belle endormie, d'ailleurs, vous dites. Belle endormie, patrimoniale, vraiment, qui fait partie de l'histoire de la France, qui a équipé la plus grande épopée de ski française dans les années 60, et donc avec une identité, un ADN tellement fort qu'on a eu un coup de cœur immédiat. Alors on va s'intéresser à Fusalp justement, parce que Jean-Marie l'a présenté en disant c'est une entreprise de ski très haut de gamme, ce qui est vrai, mais ce n'est plus seulement ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. On fait 60% de notre chiffre d'affaires est plutôt tourné vers l'urbain. On fait des vêtements qui sont techniques. Fusalp, c'est l'alliance de la technicité et du style, vraiment. Donc on accompagne nos clients dans plein de moments de leur vie. Et vous faites 60 millions, pour donner des chiffres quand même, c'est important, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, et quand vous l'avez racheté, donc il y a une petite dizaine d'années, vous faisiez 5 millions. Donc c'est colossal le parcours. Oui, c'est un joli chemin, mais je pense que cette marque a vraiment un potentiel international très fort et puis très très contemporain. Vous dites que vous considérez que l'instinct prime sur toute autre forme de stratégie. Oui. Ça, c'est surprenant, pardon. Je ne suis pas contre l'idée de l'instinct, mais alors tous les consultants qui nous écoutent ce dimanche matin, ils doivent tourner de l'œil. Oui, je pense évidemment qu'il faut essayer de rationaliser ses prises de décision, avoir un maximum d'informations, réfléchir aux choses. Mais à chaque fois que je n'ai pas suivi mon instinct, je l'ai absolument regretté. Donc je crois qu'il vaut mieux faire ses propres erreurs, mais bien suivre sa vision des choses. Comment vous voyez Fusalp dans 10 ans ? Comme une marque vraiment internationale, et je pense que Fusalp a un potentiel très très fort. On projette des chiffres d'affaires qui sont largement 2 fois ce qu'on fait, et voire beaucoup plus. C'est un grand marché, on est aujourd'hui tout petit, donc on a encore beaucoup de place pour se déployer. Et la conquête du monde, c'est ça ? Oui. On a déjà pas mal. On a 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international déjà. Oui. Donc aux États-Unis, on a 3 magasins. On est en Corée du Sud, et dans toute l'Europe évidemment. Donc et on est encore qu'au début du chemin. Une ultime question pour vous. J'ai lu sur vous que vous cherchiez à aller au-delà de vous-même, mais pas forcément pour gagner. Alors là, pardon aussi, mais j'ai du mal à le comprendre quand on sait de qui vous venez. Oui, mais alors moi, j'ai pas personnellement tellement l'esprit de compétition. C'est-à-dire, j'ai jamais fait de sport de compétition vraiment. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Mais vous avez dû être élevé là-dedans quand même. Oui, certainement. Il y a beaucoup de membres de ma famille qui diraient pas ça. Mais moi, oui, moi, j'ai pas. J'ai besoin de me dépasser moi-même et d'aller au-delà de ce que je dois faire, mais sans forcément. Oui, l'histoire de la victoire, pour moi, c'est le chemin qui compte le plus. Merci à vous. Merci à vous, Sophie Lacoste. Je rappelle que vous êtes la coprésidente de Fusalp. Allez, tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Sous le signe de la vigilance avec Absolument, vous, Thomas. Aujourd'hui, on y reviendra un peu plus tard. D'ailleurs, alors, entreprendre, c'est se lancer dans l'inconnu. Ça, vous nous le dites tout le temps, avec enthousiasme. Vous nous le dites aussi. Oui. Mais comment on évite les pièges ? Comment on se protège des arnaques commerciales, surtout quand on débute ? Le plus dur dans la vie, c'est de dire non, vous croyez pas ? Oui. Bon, voilà. Ça dépend. Pour se protéger des arnaques non, mais pour savoir se protéger d'un arnaque commercial, il faut d'abord savoir dire non. Ça peut paraître simple à dire, mais en réalité, c'est souvent un défi. Lorsqu'on démarre, on est plein d'énergie, parfois un peu stressé, et on veut saisir chaque opportunité qui se présente parce qu'on a peur de les rater. C'est normal. Mais cela peut aussi nous rendre très vulnérables. Alors, apprendre à dire non, c'est apprendre à poser des limites, à prendre du recul et surtout à protéger son projet. Bon, alors pourquoi, selon vous, c'est si compliqué de refuser certaines offres ? Il y a plusieurs raisons.
D'abord, la peur de manquer une occasion. Beaucoup se disent « et si je passais à côté de quelque chose d'important ?» Ensuite, il y a la pression exercée par certains interlocuteurs peu scrupuleux. Ils jouent sur l'urgence ou l'émotion. Cette offre expire aujourd'hui ou c'est votre chance. Oui, c'est un métier, c'est pas forcément le meilleur. Ces discours sont faits pour nous pousser à agir sans réfléchir. Enfin, il y a le manque d'expérience. Quand on débute, on n'a pas toujours les outils pour évaluer une offre ou détecter un discours suspect. Bon, et concrètement, qu'est-ce que peuvent faire les entrepreneurs pour se protéger ? D'abord, prenez le temps, car une opportunité sérieuse vous laissera le temps d'y réfléchir et de poser des questions. Deuxièmement, renseignez-vous sur vos interlocuteurs. Cela peut éviter bien des déconvenus. Et enfin, posez des questions. Beaucoup d'entrepreneurs hésitent par peur de paraître méfiants ou inexpérimentés. Mais au contraire, un interlocuteur fiable appréciera que vous cherchiez à comprendre. Allez, demandez des détails sur les conditions, les résultats attendus et lisez toujours, vous savez, les petits caractères dans les contrats qu'on ne lit pas, évidemment. Si les réponses sont vagues, évasives, fuyez. Bon, écoutez, on fuira. Merci beaucoup Thomas. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.